Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le Conseil du dialogue social a installé ses nouveaux membres. Mamadou Lamine Dianté estime qu'il s'agit d'une étape qui s'ouvre, selon lui, la voie à une relance des actions du Conseil dans le cadre du plan stratégique 2025-2027 et du pacte de stabilité sociale. Le sous-préfet de Yoff suspend donc les activités sportives du championnat populaire Les Navétanes sur l'étendue du territoire communal de Yoff pour le motif des troubles récurrents à l'ordre public. Fermeture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Certains étudiants n'approuvent pas la mesure. Ces derniers estiment que les autorités universitaires devraient repousser la date. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette visite du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Touba, dans le cadre des préparatifs du Ramagal de Touba, le chef de l'État qui a rendu une visite donc au patriarche de Darou Minam, Serigne Mountakha Mbacké, assure du soutien de l'État au projet de réhabilitation de la grande mosquée de Touba et la mise en œuvre du programme éducatif dédié à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim. Le chef de l'État donc qui a rendu visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a également réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner la mise en œuvre du projet éducatif dédié à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, établissement d'enseignement supérieur qu'il a présenté comme étant un creuset d'excellence. Le chef de l'État donc qui a eu un entretien avec le Khalife général des Mourides lors de cette visite également. Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a remercié le chef de l'État pour les efforts consentis en vue d'une bonne organisation du Grand Magal de Touba. Il a également salué les travaux réalisés à Touba pour l'amélioration du cadre de vie et l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de son projet éducatif. Serigne Mountakha Mbacké également n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers le chef de l'État après l'inscription du Grand Magal de Touba sur la liste du patrimoine culturel immatériel de Dakar, du Sénégal, donc patrimoine immatériel national. Visite donc du chef de l'État à Touba. 4 projets de loi seront votés à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, du projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, du projet de loi relatif à l'accès à l'information et du projet de loi sur la déclaration du patrimoine. Concernant la loi pour la protection des lanceurs d'alerte, l'ancien directeur des sites régionaux de l'APROSI salue l'initiative. D'après Alifar Ndiaye, non seulement les corps de contrôle qui existent n'ont pas assez de personnel, mais les missions d'audit prennent également beaucoup de temps. Mais à propos de la récompense promise, donc notre interlocuteur estime que cela est tout à fait normal, mais sans faire de la délation. Alifar Ndiaye et Jean-Pierre-Antoine Diouf. D'abord, il faut se réjouir de cette belle initiative des autorités de ces pays qui ont compris qu'à un certain moment, les organes de contrôle n'ont pas assez d'effectifs, pour ne pas dire ne sont pas suffisants pour enquêter et auditer pour tout ce qui est mauvaise gestion. Par conséquent, le fait de penser à cette idée qui permet de dénoncer ce qui est avéré, documenté, matérialisé, sans faire de la diffamation et avoir la protection des hautes autorités à travers une loi est quelque chose qui est salutaire. Parce que le problème de nos pays, c'est la corruption, c'est les surfacturations, c'est les dépenses inutiles et insensées. Et vouloir pousser les hommes qui sont imbus de la gestion publique à savoir qu'il y a ce qu'on appelle un œil invisible qui est en train de voir que ce que les managers sont en train de faire, s'ils ne sont pas eux-mêmes imbus de la responsabilité, de l'éthique des convictions, comme disait Max Weber, et de l'éthique des responsabilités, s'ils sont plus disposés à créer des initiatives qui permettent de cacher des failles de gestion ou des corruptions, je crois qu'une telle loi serait une excellente chose pour permettre à ceux-là de comprendre que quelque part, il y a un œil invisible qui est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Une récompense promise,
Est-ce que cela ne va pas pousser les gens à faire de la délation? C'est pourquoi je dis que ça doit être encadré. Les récompenses, il faut les comprendre comme des instruments de motivation. C'est comme si on le voit dans beaucoup de structures où en fonction du nombre de bénéfices que tu fais gagner à l'État, on te donne une portion de ces bénéfices en termes de motivation. C'est ce qu'on appelle dans certaines structures des fonds communs et c'est ce qu'on appelle des primes de motivation. Parce qu'il faut qu'on le dise aussi, les lois de la gestion font que ceux qui travaillent seront payés, ceux qui travaillent plus seront bien payés et ceux qui travaillent très bien doivent être très bien payés. Donc ce bonus de motivation peut être un instrument qui motive les gens à dénoncer les sociétés écrans, les personnes écrans et les gens qui sont dans la mauvaise gestion. D'abord, il faut se... Je le disais en titre, installation des membres du Haut Conseil du dialogue social. Le président de la dite institution estime que plusieurs défis attendent son équipe. Le Conseil du dialogue social s'engage à être plus proche des acteurs et à jouer pleinement sa partition dans la résolution des conflits. Catherine Segandour et Séléman Diallo. C'est dans une atmosphère solennelle et empreinte d'enjeux majeurs pour la consolidation du climat social que s'est tenue la cérémonie officielle d'installation des membres du Haut Conseil du dialogue social, suivie d'un atelier de mise à niveau. Le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public a précisé les défis majeurs qui attendent ce nouveau dispositif. Il a insisté aussi sur l'importance d'un dialogue social constructif pour relever les enjeux actuels du monde du travail. Il faut rappeler que nous sommes aujourd'hui dans une étape cruciale de construction de notre paix sociale. Et un État ne peut se développer que dans la paix. Et nous sommes aujourd'hui avec l'installation d'une institution qui joue un rôle fondamental dans la construction de cette paix-là. On l'a rappelé et on continuera à le rappeler que pour construire un État, pour bâtir vraiment le Sénégal que nous voulons, nous devons le faire dans la paix, dans la sérénité, mais aussi dans la paix sociale. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement des mécanismes institutionnels de concertation entre les partenaires sociaux, affirme le président du Haut Conseil du dialogue social. En fait, nous sommes une institution de promotion du dialogue social. Dans le but d'installer une paix, une stabilité sociale durable. Aujourd'hui, nous savons que dans le secteur public, par exemple, il y a beaucoup de secteurs qui sont conflictogènes, l'éducation, l'enseignement supérieur, la justice récemment, la santé. Et pour tous ces secteurs-là, évidemment, nous faisons dans l'anticipation, puisque nous sommes saisis, au même titre que le gouvernement, des préoccupations et des préavis déposés par les travailleurs, et nous intervenons dans le cadre de la médiation sociale qui est l'une de nos missions pour permettre à ce que les problèmes soient réglés avant même la survenue de différends. Donc au-delà de ce secteur public, il y a également le secteur parapublic pour lequel nous sommes compétents, qu'il s'agisse la plupart des agences ou des directions d'entreprises qui sont des parapublics, mais également nous sommes compétents dans le privé. Avec cette double initiative, les autorités réaffirment leur volonté de faire du dialogue social un levier central de gouvernance apaisée, inclusif et durable. Les 10 membres titulaires et 10 suppléants désormais installés et outillés auront pour mission de porter la voix des partenaires sociaux, de favoriser un climat de confiance et de participer activement à la construction d'un cadre de travail harmonieux et équitable. Catherine Segandour lutte contre les feux de brousse. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique en visite dans la forêt classée de Tendouk, c'est dans le département de Bignona. Ndaourangam va constater l'efficacité des pare-feux aménagés par les communautés locales. À cette occasion, 1050 plantes ont été reboisées. Je vous propose de suivre les explications du Dr Sekouna Diatta. Il est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Il est ici au micro d'Assenba et de Sambo. L'année passée, il y a eu un forum organisé par le collectif des maires du Boulouf en collaboration avec l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte et qu'il avait été soulevé la question de la gestion de cette forêt. Et parmi les modes de gestion, il fallait lutter efficacement contre les feux de brousse en ouvrant les pare-feux. Des pare-feux qui sont restés
depuis 1979 et cela a été ouvert cette année. C'était extrêmement important pour que le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique fasse le déplacement pour voir le travail des communautés en rapport avec les services de l'État pour l'ouverture de cette forêt et menant ainsi une meilleure gestion de la forêt classée. Parce que devant, justement, permettre d'endiguer les feux de brousse au cas où cela arrivait. Aussi, lors du week-end dernier, pour le challenge 1 million d'arbres, tout le Boulouf s'était donné rendez-vous justement au niveau de cette forêt-là pour procéder à un reboisement de plus de 1050 individus. Donc ce sont ces 1050 individus que le ministre était parti voir et avec monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, le sous-préfet et l'ensemble des services de l'État, nous avons également procédé ce matin à un reboisement au niveau de la forêt classée. Les habitants de Soro Extension pointent du doigt les constructions illégales et manque d'infrastructures de base. Ces derniers estiment qu'ils vivent dans une insécurité totale. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Voici les explications de Malik Ndiaye. Il est le président du collectif des habitants de Soro Extension. Il est au micro de Babacar Seck. Quartier à cheval entre la commune de Sébikotane et celle de Kermousso. Nous sommes délaissés et oubliés par les deux maires. Ainsi, nous dénonçons avec vigueur la prolifération des constructions anarchiques et l'insécurité qui règne dans le quartier. Des personnes rétives continuent de construire sur la route de manière illégale. Des espaces affectés aux utiles publics, espaces verts, lieux de culte et espaces de loisirs, écoles et centres de santé deviennent des parcelles à vendre par des prédateurs aux boulimies financières. L'intervention d'urgence de la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers s'avère impossible du fait de ces constructions illégales qui ne figurent nullement sur les plans lotissement initiaux. L'installation des poteaux électriques et des tuyaux d'eau indispensables à la vie des habitants est rendue également impossible de ce fait. L'insécurité règne dans le quartier. Des séries de vols, des maisons inachevées deviennent des lieux de fréquentation inappropriés. L'immense majorité de la population n'a ni eau ni électricité. Nous voulons des routes qui permettent la mobilité des usagers, l'arrêt immédiat des occupations anarchiques, l'accès à l'eau et à l'électricité, un cadre de vie sain et un environnement paisible, la sécurité des personnes et des biens par les autorités compétentes, la présence des services de ramassage des ordures. Nous profitons aussi pour interpeller le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales pour l'aménagement, pour l'édification de cette zone entre la commune de Sébikotane et Kermousso. La fermeture annoncée du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 10 août prochain inquiète certains étudiants. Ils estiment qu'ils doivent suivre les cours jusqu'au 20. Cette situation risque d'être compliquée pour eux. Ces derniers demandent aux autorités universitaires de repousser la date donc, de la fermeture du campus. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine et de Moussa Dia. Cet étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines est logé au campus. Il estime que la décision de fermeture va lourdement impacter les étudiants. Le social et le pédagogique, sont des éléments qui vont forcément ensemble en fait. Quand ils décident de fermer le campus social et d'ouvrir le campus pédagogique, il y aura forcément des conséquences. On espère s'organiser, on peut s'organiser en cherchant d'autres plans pour essayer de se loger pour les 10 jours en fait. De son côté, cet autre étudiant abonde dans le même sens. Il évoque aussi des difficultés financières qui, selon lui, vont affecter les étudiants. Peut-être ce qui fait défaut, c'est le retard au niveau du paiement des bourses, parce que déjà, les étudiants n'ont pas encore reçu leurs bourses, alors que ces bourses sont utilisées pour les transports et beaucoup d'étudiants ne vivent pas à Dakar. Et ils n'ont pas de parents à Dakar et cela cause énormément de problèmes quand il s'agit du déplacement pour payer leur transport. Cet étudiant n'est pas logé au campus, mais il s'inquiète pour ses camarades qui y vivent, surtout en cette période d'examen. Pour les étudiants en fac lettres, on va continuer jusqu'au 20 août. On va continuer jusqu'au 20 août. Vu que le campus
va se fermer le 10. Je pense que l'intervalle du 10 au 20, les étudiants vont être dans des difficultés. Oui. Le campus social fermera ses portes à partir du dimanche 10 août, a annoncé la direction générale du COUD. Une décision qui inquiète les étudiants logés sur place, en raison notamment d'un retard dans le paiement des bourses. Certains comptent sur leurs amicales pour les aider à sortir du campus. D'autres demandent un report de la fermeture. Elisabeth Grace Tine Hassan Diouf est sorti de prison. L'activiste donc était à Rebeuss après plusieurs mois de prison. Il a donc humé l'ère de la liberté. Hassan Diouf qui était poursuivi entre autres pour offense à une personne exerçant une partie ou des prérogatives du président de la République a été donc libéré. Il sort de prison après plusieurs mois derrière les barreaux. Lancement du Salon international de l'investissement de la diaspora africaine. L'événement va se dérouler à Genève, c'est en Suisse. L'objectif est de mobiliser des financements pour la promotion de l'habitat, de la construction et de l'industrie au Sénégal. Moussa Tine est le directeur général de la construction et de l'habitat et du micro de Babacar Seck. Ce salon marque une étape décisive, non seulement sur la mobilisation des partenariats financiers au niveau de la diaspora et au niveau international, mais surtout marque une synergie à travers 3 secteurs qui sont intrinsèquement liés dans leurs actions, à savoir l'habitat avec l'industrie, parce que l'habitat a besoin de l'industrie, et toute notre politique aujourd'hui repose sur une industrialisation du secteur, car les objectifs qu'on s'est fixés ne peuvent se faire en parfaite coordination et collaboration avec l'industrie, et aussi en l'agriculture, pour qu'on puisse offrir des logements dignes de ce nom à travers le territoire, accompagnés d'une activité économique que l'agriculture peut amener. Donc il y a un intérêt majeur de réunir l'ensemble de ces acteurs autour d'un objectif commun, qui est comment ensemble on peut constituer une force pour aller exposer nos projets afin de choisir les potentiels partenaires qui s'offrent à nous à Genève, qui est quand même la capitale du finance, la capitale de l'économie à travers l'Europe. Donc l'objectif, c'est d'inverser une tendance où on va attendre tout de l'État. Il faut que maintenant, avec nos opportunités et notre ingénierie financière, qu'on soit capable d'apporter des vraies solutions techniques et des solutions financières. Remise du drapeau donc au Lion du basket. Nous parlons sport, bien sûr. Les Lions du basket, cette fois-ci, des hommes ont reçu des mains du ministre des Sports, mais également du ministre des Infrastructures et des Transports aériens. Donc, le drapeau national, Yankoba Djemé, mais également Khadija Gueye, en sens des Lions, et veulent que cette fois-ci, le Sénégal puisse être sur le toit de l'Afrique. Je vous propose d'écouter tour à tour les explications de Khadija Gueye, mais également de Yankoba Djemé, ministre donc des Transports terrestres et aériens, au micro de nos confrères de l'APS. Aujourd'hui, c'est avec honneur et enthousiasme que je sacrifie à cette tradition à votre demande et à vos côtés pour l'équipe nationale masculine qui va participer à l'Afrobasket prévu en Angola du 12 au 24 août 2025. Madame le ministre, si nous n'avons pas la meilleure préparation de l'histoire, celle-ci fait partie des meilleures. Je marque le pas sur ce point pour dire humblement que je considérerais que c'est la meilleure parce que c'est la seule qui a été faite dans un contexte que vous connaissez bien, et des finances publiques et de la situation du pays. Malgré tout, le sacrifice a été fait sur instruction du chef de l'État pour prendre du contribuable sénégalais afin de contribuer à une meilleure préparation telle que cela a été fait. Nous sortons du Sénégal pour aller conquérir
le trophée, nous sommes un et indivisibles. Nos problèmes doivent être réglés dans nos chambres, dans nos hôtels, avec la sagesse africaine, en restant un et indivisible. Domptés en restant indomptables. Alors, continuez à préserver cette même rigueur, cette même rage qui mèneront sans nul doute sur le toit du basketball continental. Sachez que l'État du Sénégal, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il doit faire. Parce que le sport, avant tout, c'est un instrument de cohésion nationale. Le sport aussi est une arme diplomatique. Le sport aussi est un facteur et un levier sur lequel les plus hautes autorités peuvent valablement s'appuyer pour pouvoir asseoir une véritable politique de développement durable. Les Lions donc du basket qui ont donc reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports et du ministre des Transports terrestres et aériens. Retenez également qu'à Yoff, plus précisément dans la commune, le mouvement navétane où les matchs ont tout simplement été suspendus. Tous les matchs ont été suspendus. Une décision du sous-préfet qui a estimé que des troubles récurrents à l'ordre public ont été constatés donc, lors de ces événements. Le sous-préfet donc a décidé de suspendre le mouvement navétane, mais également l'ensemble des matchs dans cette commune de Dakar. Yoff donc ne verra pas pour le moment des matchs de navétane parce que le sous-préfet en a décidé autrement. Tous les matchs donc ont été suspendus. Vous le voyez donc l'arrêté donc du sous-préfet qui a décidé de suspendre les activités sportives du championnat populaire communément appelé le mouvement navétane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.